Ça veut dire que notre rôle, il passe aussi là, il demande une plus grande expertise pour pouvoir à la fois répondre à ce que souhaite faire la personne qui vient nous voir avec son dessin fait avec ChatGPT. Mais nous devons être un vrai partenaire stratégique pour lui dire voilà ce qui va être possible, voilà comment on va le travailler, on va le faire de telle manière pour telle et telle raison. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Chronique d'Experts, un podcast produit par Open Media que vous pouvez retrouver sur Forbes.fr, YouTube ainsi que toutes les plateformes de podcast telles qu'Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Amazon Music. Aujourd'hui, je reçois Philippe Duvignac, président du comité marketing de Signarama France. Philippe, bonjour. Bonjour Karine. Je suis ravie de vous recevoir, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Alors, qu'est-ce que Signarama ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Signarama, c'est une marque qui est née il y a 40 ans, en Déjà ? 1986. Oui, une marque un peu qui commence à avoir quelques années, qui est née aux États-Unis. Donc c'est Ray et Roy Titus qui ont créé cette marque aux États-Unis avec l'ouverture d'un premier site dans l'État de New York. C'est une entreprise qui distribuait des produits de communication visuelle, donc qui s'adresse aux entreprises pour tous leurs éléments de communication, considérant qu'en un seul lieu, on pouvait trouver tous les éléments, les matériels nécessaires aux entreprises pour communiquer, enseigne, signalétique, PLV, etc. Et puis un deuxième magasin s'est ouvert en Floride, et puis à partir de 1987, la marque s'est développée par le modèle de franchise, aux États-Unis, puis sur d'autres pays. C'est 35 pays aujourd'hui. Et en France, la marque est née en 2002, avec l'ouverture d'un premier site créé par Olivier Héroux-Bafossa. Et la marque s'est développée avec 65 points en France aujourd'hui. Mais votre expertise, si je ne me trompe pas, parmi d'autres, bien sûr, c'est d'avoir des experts justement partout dans le monde. Absolument. 35 pays, un peu plus de 800 points situés sur l'ensemble de ces pays, points de vente, mais également ateliers de production, de fabrication. Alors, au-delà du modèle de franchise, ce qui est un peu l'ADN de la marque Signarama, qu'est-ce qui fait sa singularité dans l'univers de la communication visuelle ? Oui, la franchise, c'est un modèle de développement, mais ce qui constitue finalement la marque, son ADN, c'est cette identité de famille. C'est quelque chose qui est assez marquant quand on rentre dans le réseau Signarama, c'est cette identité de famille. Donc, pardon, mais on peut être si grand et garder cette identité de famille ? Absolument, mais si je prends déjà le groupe américain, qui a été créé par Roy et Ray, aujourd'hui le président de Signarama Monde, c'est AG, donc Titus, la même famille, donc troisième génération dans la transmission. Il y a cet ADN de transmission, d'humilité, de solidarité, de partage. En France, la même chose. Olivier Héroux-Bafossa a créé aujourd'hui le directeur général de Signarama France. C'est Samy Fossa. Donc il y a encore une fois cette transmission qui se fait. Et finalement, ça se retrouve également au travers du réseau où ces valeurs de famille, par la transmission, par l'accompagnement, la famille s'agrandit, le réseau s'agrandit. En fait, on se retrouve autour de ces valeurs de famille. Donc entraide, solidarité, accompagnement, humilité, partage. On rentre pas dans un réseau en étant un numéro, on rentre vraiment en appartenant à cette famille. Justement, vous êtes arrivé quand, vous, dans cette famille ? Moi, j'ai rejoint cette famille en 2021, il y a 5 ans. Et j'ai été particulièrement marqué, justement, par cette capacité d'accueil, ce partage et cette identité très forte et très marquée, en tout cas chez Signarama. C'était un petit peu après le Covid, où vous avez décidé, vous voyagiez beaucoup, vous avez travaillé pour de grosses sociétés et vous avez décidé de privilégier justement votre vie ? Oui, alors pour le coup, ça fait sens avec la famille aussi, effectivement. À titre personnel, je voyageais beaucoup, effectivement, et le Covid, mes enfants se sont rendus compte que c'était bien d'avoir un papa à la maison. Donc, effectivement, c'était une démarche personnelle de pouvoir me rapprocher des miens, et finalement, j'ai trouvé aussi cette identité de famille avec Signarama. Alors justement, dans cet ADN dont vous parliez, il y a aussi une place très forte donnée aux entrepreneurs locaux. Quelle est la place de l'individu et de l'entrepreneur dans ce modèle-là ? Elle est fondamentale. Alors, comme c'est un développement sous forme de franchise, chaque magasin qui ouvre, c'est un entrepreneur qui est installé localement. Donc il y a cet attachement au local, au territoire qui est très fort. On parle souvent d'ancrage territorial chez Signarama. Chacun connaît par cœur son
environnement économique, territorial, institutionnel, et est un acteur de l'économie locale. Donc on a souvent ce raisonnement très global. On est une marque qui nous accompagnons des clients nationaux, des clients internationaux, mais aussi des clients locaux, et chaque entrepreneur est vraiment positionné en local, est un vrai acteur local et appartient à l'identité économique des territoires. Alors la signalétique, c'est un mot qui veut un peu tout et rien dire, je trouve. En tout cas, j'arrive pas à... Moi, je m'imagine les gros panneaux, les enseignes, mais c'est pas que ça. Non, il y a beaucoup de choses. Effectivement, on va parler d'enseignes, qu'elles soient lumineuses, non lumineuses, tout ce qui est signalétique, informationnel, directionnel. Mais on est aussi sur de l'impression, le marquage de vitrine, le marquage de véhicules, la PLV. On va aussi sur les champs de la décoration, l'impression de papier peint personnalisé, des logos, des néons, comme vous avez dans le studio ici. Donc, tout ce qui va constituer un élément de communication pour l'entreprise, que ce soit l'identité de la marque, mais aussi une identité visuelle qu'elle veut partager, Signirama est en capacité de pouvoir répondre. Là, par exemple, vous pourriez m'indiquer ou m'aider à construire quelque chose autour de Chronique d'Expert, c'est ça ? Absolument. Vous avez un néon, on pourrait faire ce néon, on pourrait faire votre signalétique quand on arrive au studio en bas, on pourrait créer une directionnelle pour flécher dans le studio. Enfin, on aurait la possibilité effectivement de pouvoir vous accompagner sur beaucoup de choses. Vous dites aussi que c'est un réel outil stratégique de marketing. Pourquoi ? Alors, plusieurs axes. Une marque, elle a besoin d'être visible, identifiée, identifiable, reconnue. Donc effectivement, toutes les entreprises ont besoin en tout cas d'avoir un déploiement de leur identité pour pouvoir être reconnues par leurs clients, etc. Mais en même temps, on est dans un monde qui est extrêmement saturé de communication. Donc effectivement, quand on travaille de la signalétique, quand on travaille un environnement, les espaces professionnels, l'aménagement d'espaces professionnels, l'aménagement de bureaux, de vitrines, c'est un élément différenciant. Comment je vais être perçu par mes clients, par mes prospects, comment je vais améliorer l'expérience client, comment je vais guider une personne d'un point A à un point B. On est dans du parcours client, donc c'est pas uniquement mettre une impression sur un panneau, c'est aussi améliorer l'expérience client, c'est aussi donner un sentiment d'appartenance. Enfin, tous les éléments de signalétique constituent en fait un plus pour les entreprises, en tout cas pour guider les clients, les prospects vers leurs établissements. Vous, personnellement, vous avez dû en voir passer des signalétiques. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont marqué ? Je ne sais pas s'il y en a certaines qui marquent. Je pense que ce qui marque, c'est le projet que l'on construit avec nos clients. Vous avez parfois des grands groupes qui ont des chartes graphiques qui sont clairement identifiées, travaillées avec des services com. On n'a pas forcément de plus-value à travailler avec eux sur ces sujets-là. Par contre, on va avoir une vraie plus-value pour pouvoir l'intégrer dans un environnement. On a une réglementation qui est de plus en plus importante, quand on parle des règlements locaux de publicité, par exemple. Donc, comment on va accompagner une entreprise à pouvoir décliner son identité dans un règlement local qui va être peut-être un peu plus difficile, parce qu'on va être sur une zone classée, avec des patrimoines qui sont inscrits, classés, et sous l'égide des bâtiments de France. Bon, là, on a une plus-value, et là, ça peut être finalement marquant, et c'est pas forcément travailler sur la marque qui est marquant, c'est comment on accompagne la marque à pouvoir intégrer finalement les contraintes réglementaires. Et puis, on va voir d'autres entreprises où on va construire tout, du début jusqu'à la fin, où on part d'une feuille blanche. Je ne sais pas ce que je veux faire, j'ai juste besoin d'être visible. Donc effectivement, là, on va être dans une démarche de construction avec une relation de confiance qui doit naître, et puis pour construire aussi l'identité d'une marque. Alors après, qu'est-ce qui est la plus marquante ? Je ne sais pas. Souvent, on dit qu'à titre personnel, ce sont soit des œuvres un peu importantes en termes de développement, en termes de taille, ou en termes d'utilisation de matériaux aussi différents de ce qu'on peut faire habituellement. Mais on a un métier qui est à la fois extrêmement varié et extrêmement plaisant. La réglementation autour des enseignes de publicité, notamment à l'extérieur, devient de plus en plus complexe. J'imagine que votre rôle est aussi devenu celui d'un conseiller pour les entreprises ? Forcément, alors, la réglementation est de plus en plus difficile. Il y a, vous le savez bien, cette volonté de sobriété énergétique, de préservation du patrimoine. Donc ça, c'est d'ailleurs très très bien. C'est logique de vouloir protéger le patrimoine. Mais il y a un certain nombre de règles qui sont différentes d'une commune à l'autre. Il y a la règle générale, je dirais, de droit commun. Puis ensuite, chaque communauté d'agglomération, commune, peut avoir un règlement qui lui est spécifique.
Comme à Las Vegas. Là, vous êtes les rois, là. Oui, on n'a pas tout à fait les mêmes réglementations, c'est évident. En revanche, effectivement, quand une entreprise décide d'engager des travaux pour son branding, notre responsabilité, c'est aussi d'accompagner cette entreprise. Quand on parle d'entreprise, d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire national, une entreprise qui va avoir un site à Lyon, à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, forcément, on va avoir aussi cette responsabilité de pouvoir l'accompagner parce que dans chaque ville, il peut y avoir des réglementations différentes. Donc, il y a la réglementation, donc ce qu'on appelle le règlement local de publicité. Il y a aussi l'interprétation, j'en parlais tout à l'heure, de ce que peuvent faire les bâtiments de France quand on est dans des zones qui vont être protégées, classées. Donc notre rôle, c'est pas uniquement, encore une fois, de fabriquer des enseignes ou des panneaux, ça va être aussi justement de mettre en place un accompagnement pour le respect de la réglementation et pour la capacité de déployer les solutions attendues par nos clients. Et justement, cette réglementation, elle évolue aussi avec la transition écologique. Comment est-ce que votre réseau évolue-t-il lui aussi vers des solutions plus responsables ? Alors, de toute façon, les entreprises aujourd'hui ont obligation, les grandes entreprises ont obligation de fournir des rapports de durabilité, bilan carbone, tout un lot d'informations sur l'engagement qu'elles prennent, en tout cas à diminuer les consommations énergétiques. Donc, effectivement, et puis aussi une tendance de fond de clients qui ne sont pas soumis à ces obligations aujourd'hui, mais qui sont attachés, pour des raisons personnelles, à avoir une consommation plus responsable. Donc ça nous amène à faire évoluer la manière dont on travaille. Donc ça va être l'utilisation de matériaux biosourcés, de matériaux en tout cas plus responsables, d'encre éco-responsable, pardon. Donc de pouvoir avoir une production qui va être plus respectueuse de l'environnement, de travailler aussi le parcours des déchets, le parcours en fin de vie, ça c'est une question qui est importante. On a forcément des produits d'impression, on a des vinyles, on a de l'électricité, on a un certain nombre de déchets qu'il faut pouvoir retraiter. Donc, tant dans la fabrication, donc l'éco-conception, que les matériaux, qu'ensuite le parcours de vie, et notamment de fin de vie, des matériaux, lorsque nous devons travailler soit à la recyclabilité, soit à l'évacuation des déchets de manière raisonnable. Parmi ces évolutions, j'imagine que l'IA a aussi son rôle à jouer ? L'IA, forcément, comme tous les secteurs d'activité, arrive d'une manière extrêmement rapide. Et je dirais à deux niveaux. Alors, ce qu'on entend classiquement, c'est comment ça transforme mon métier. C'est vrai pour toutes les entreprises. Ça va être des outils qui nous permettent de travailler différemment. On parlait tout à l'heure des règlements locaux de publicité. Aujourd'hui, c'est quand même plus intéressant et plus simple d'avoir un petit outil qui va aller rapidement chercher une information dans une documentation assez épaisse. Et puis quand on a plusieurs communes, vous voyez, on peut avoir un certain gain de temps. Donc ça, c'est la productivité. Ce qui, aujourd'hui, est très impactant, et modifie de plus en plus notre métier, c'est la manière dont les clients nous contactent. Aujourd'hui, nous avons des clients qui arrivent avec des dessins qui sont faits à l'IA. Des schémas, des mises en situation. Voilà mes locaux, voilà ce que je veux faire, voilà l'identité que j'ai travaillé avec l'IA, je voudrais faire ça. Ça modifie notre métier parce que faire un dessin sur l'IA, c'est une chose, et ensuite il y a la contrainte technique, la chose technique. La réalité. La réalité. Du support sur lequel vous allez devoir installer, des matériaux que vous allez devoir utiliser. Et ça veut dire que notre rôle, il passe aussi là, il demande une plus grande expertise pour pouvoir à la fois répondre à ce que souhaite faire la personne qui vient nous voir avec son dessin fait avec ChatGPT. Mais nous devons être un vrai partenaire stratégique pour lui dire voilà ce qui va être possible, voilà comment on va le travailler, on va le faire de telle manière pour telle et telle raison. Donc ça modifie en tout cas dans la relation. Et puis ça permet aussi on parlait tout à l'heure d'entreprises qui n'avaient pas forcément d'identité dessinée, graphique, de charte graphique. C'est une manière d'aborder les choses d'une manière différente et beaucoup plus rapide. Partir d'une feuille blanche avec un brief, faire une mise en situation rapide, travailler une identité d'une manière plus évidente. On est au pré-projet, ça nous permet en tout cas de gagner du temps. Et on a de moins en moins le syndrome de la page blanche quand on arrive avec des personnes qui n'ont pas réfléchi forcément à ces questions-là. Donc ça modifie notre activité dans la relation client, dans la construction et puis bien sûr dans l'efficacité que l'on peut produire.
Alors, vous travaillez dans plein de domaines. J'aimerais revenir sur l'importance des lieux, justement, des vitrines, des espaces de marque. Pourquoi le visible et le tangible redeviennent-ils si importants ? Je crois que les marques veulent vraiment créer des expériences. L'expérience d'une marque qui va communiquer sur les réseaux sociaux, une identité, un message, c'est aussi reproduire cette identité dans des lieux physiques. Quand on se déplace dans un lieu physique, on a besoin de retrouver l'ambiance de la marque. Il y a des marques très connues, je pense notamment à une marque qui fait des téléphones et des ordinateurs et dont le logo est comme une pomme. Je ne vois pas du tout. Vous ne voyez pas. Non. Mais quand vous regardez le site internet, quand vous écoutez leur communication et quand vous allez dans une de leurs boutiques, une Pomme Store, pour faire de publicité, vous êtes vraiment dans un environnement où l'expérience client elle est strictement la même dans la perception. Je pense qu'aujourd'hui, la signalétique va venir, pour quelque marque que ce soit, amener ce sentiment d'intégration et d'imprégnation de la marque. La marque, elle a une ADN, il faut la faire ressentir au travers de l'environnement. Et puis encore une fois, c'est l'expérience client. Quand vous allez, un truc tout simple, vous allez au restaurant. Vous allez dans un restaurant. L'ambiance va jouer. Ça va être un élément extrêmement important dans le choix du restaurant. Et puis à un moment donné, et c'est souvent qu'on cherche ce qui est en bas de l'escalier à gauche. En fait, ce sont des éléments de signalétique et c'est plus simple à trouver, etc. Ce sont des petits détails, mais que ce soit pour des choses aussi simples ou pour un parcours client, en fait, l'expérience client, toutes les informations que l'on va communiquer, la justesse, la forme, l'ambiance que l'on va générer, c'est un élément d'expérience client. Vous avez plus de 25 ans dans le marketing, vous en avez vu des choses. Et puis, vous l'avez dit, la communication a beaucoup évolué. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre une entreprise visible et les autres ? L'entreprise visible, premièrement, on la trouve plus rapidement et on y revient. Encore une fois, on a un attachement, certainement que vous-même, quand vous achetez, quand vous consommez, vous allez plus facilement aller rencontrer telle boutique, tel magasin ou telle entreprise parce que vous étiez contente du service, que vous trouvez ce que vous avez envie de trouver, au prix que vous voulez trouver, mais surtout, vous allez trouver un cadre qui va vous être familier. Une marque, elle doit être familière. Elle est singulière à partir du moment où elle répond à chacune des personnes qui la consultent, qui vient la voir. Je vais aller encore plus loin. Elles sont pratiquement toutes visibles maintenant, les entreprises. La différence entre les visibles et celles qui marquent les esprits, alors ? Alors là, il y a de la signalétique, mais pas que. Il va y avoir aussi le discours marketing, la communication de marque, etc. C'est la cohérence, c'est la cohérence. Il doit y avoir forcément une cohérence entre le message que vous envoyez, le message que vous diffusez, votre communication, la manière dont vous captez les clients, mais la manière dont vous allez les attirer à vous et les conserver par l'environnement que vous allez créer autour des espaces sur lesquels ils vont vous rencontrer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la différence entre les autres et Signarama ? Je pense que Signarama a une force importante, c'est son réseau. Quand on fait de la signalétique, on fait du sur-mesure. Faire du sur-mesure, ça veut dire que vous n'avez jamais 2 fois le même produit. Le réseau, il n'y a pas 2 Signarama en France identiques, mais je pourrais dire dans le monde. C'est donc la richesse de ce réseau qui constitue la force de Signarama. Chacun avec ses expertises, chacun avec sa connaissance des territoires, connaissance des métiers. Des personnes vont être expertes en covering de véhicules, par exemple, d'autres en fabrication d'anciennes. Et ce partage, on revient à l'idée de la famille, ce partage, cette transmission, ce savoir qui est mis au profit de l'ensemble du réseau, c'est la possibilité justement d'être beaucoup plus fort. Aujourd'hui, un interlocuteur peut travailler pour une grande marque nationale et va pouvoir s'appuyer sur un réseau qui va pouvoir l'accompagner dans son territoire. Voilà, le partage des métiers, la force, c'est son réseau. Justement, merci Philippe pour ce partage. Merci. C'était un plaisir. Merci Karine. J'espère que cette émission vous aura inspiré, informé et je vous dis à très bientôt sur Forbes.fr.